Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Steve Joy. Salut Steve. Salut Francis, salut à toute la famille, à toute la team de zéro. On va encore se tirer le chien un peu pour cette demi-finale. Effectivement. Comment se passe ton début de semaine? Bah ça va comme d'habitude, on peut s'en mettre la cale comme on dit chez nous, donc ça va, on ne se plaint pas. Quel est le jour de la semaine que tu détestes le plus? J'ai appris à aimer le jour que je détestais le plus, le lundi, donc Comment ça te fait que tu as j'ai plus de jours, j'ai plus de jours détestables. C'est pas possible, ça, what the fuck. Je déteste le lundi. Surtout le dimanche, le soir, quand la nuit arrive et que je me rends compte. Il y a toujours un moment le dimanche où tu te dis, oh putain, demain c'est lundi. Donc rien que pour ça, je déteste ce jour. Comment toi, tu as réussi à faire en sorte que ce soit un jour que tu apprécies? Comme beaucoup d'entre nous, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est pas le lundi que la paye arrive par hasard? En soi, Peut-être c'est le lundi que ça arrive, c'est pour ça que tu aimes bien ce jour. je vois. Peut-être. D'accord, c'est parti. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons uniquement nous consacrer à la demi-finale de Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Nous allons essayer de vous donner les clés du match. Voilà. Par la suite, nous aurons un petit focus sur Kylian Mbappé, car ce sont quand même les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Voilà. On va essayer de répondre à la question qui est celle de savoir laquelle des deux équipes a le plus à perdre. Et enfin, vous aurez les pronostics du 2-0. Tu es prêt? Allons-y, mon frère. D'accord, c'est parti. Alors, les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain approchent à grands pas. Steve, avant que le match ne se déroule, quel est ton regard jusqu'à présent sur le parcours des deux équipes? Je vais commencer par le parcours du Paris Saint-Germain. Mhm. Bon, ils ont commencé leur tournoi avec une grosse victoire déjà 4-0, ce qui consolide encore le statut de meilleure équipe. Donc, je pense ils sont très sereins. Ils sont très sereins depuis le début de la compétition. Et ça se voit à chaque match. Bon, malgré la petite défaite qu'ils ont eue au deuxième match, mais et à chaque match, ils ont montré qu'ils étaient très, très solides entre eux, et chacun faisait les efforts pour les autres. Donc, un bon début de compétition pour eux. Et ils sont en totale forme et ils ont toutes les chances de leur côté. Du côté du Real Madrid, c'est vrai que ça a commencé déjà timidement, très timidement quand même. Vu que le premier match, c'était comme si on n'avait pas changé deux, trois trucs, non. Mais après ça, on a entrevu une évolution du système de jeu déjà et même des joueurs, en fait. Certains joueurs on va dire, qui ont éclos lors de ce tournoi, notamment Fran Garcia et Gonzalo Garcia, qui montrent leur capacité à aider l'équipe à mieux jouer. Et comme malheureusement, nous, le Real Madrid ne pourra pas jouer avec Gino Hussein, vu qu'il a pris le carton rouge. Donc, ça sera une énigme. Comment régler ça? Mais disons qu'on va pas se mentir, il y aura un petit avantage quand même du côté du Paris Saint-Germain pour moi. Alors effectivement, je partage ton point de vue. Déjà au niveau de l'état de santé des deux clubs, le Paris Saint-Germain, j'ai eu le mot qui me vient à l'esprit pour décrire le parcours jusqu'à présent, c'est assurance. Ça se sent que ils ont des certitudes déjà établies par rapport à tout ce qu'ils ont mis en place depuis, je dirais, novembre, décembre 2024 jusqu'à présent. Voilà. Et du côté du Real Madrid, je dirais examen.
pour moi, vu que c'est un nouvel entraîneur, il était en mode examen pour essayer de voir quels sont les patients dans son équipe qui sont en processus de rémission de maladie, en processus de guérison, ou bien qui sont totalement malades. Et pour l'instant, avec des patients dont il n'avait pas la certitude sur l'état de santé, il a plutôt réussi à obtenir des résultats. Je tiens à préciser que le Real Madrid est invaincu jusqu'à preuve du contraire, bien Ouais, qu'il n'ait ouais, pas c'est vrai. affronté des adversaires exceptionnels. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, ils ont la meilleure défense et ils ont des certitudes. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur le parcours des deux équipes. Maintenant, on va passer aux clés du match. Donc, comme tu l'as remarqué, grâce à ta passe décisive, on va directement entrer sur le vif du sujet. Le Paris Saint-Germain, dans la confrontation ou la bataille contre le Bayern de Munich, a vu Pacho expulsé. Et du côté du Real Madrid, Dino Huyssen, qui était le titulaire en défense centrale depuis le début de la compétition, a lui aussi été expulsé. Steve, selon toi, laquelle des deux absences est la plus préjudiciable? Pour ma part, je pense que la plus préjudiciable, c'est l'absence de Generation. Parce que le Real Madrid est on va dire, en reconstruction. Mhm. Et nous n'avons vu que le Real Madrid avec Generation, en fait. On n'a pas une autre image du Real Madrid, de ce nouveau Real Madrid sans lui. Par contre, du côté de Paris, c'est vraiment tout un collectif qui s'est élevé son niveau. Donc, même si Pacho n'est pas là, même si Pacho déjà est l'un des meilleurs joueurs de Paris aussi cette saison, mais il peut être remplacé, on va pas le dire facilement remplacé, mais c'est un peu plus facile de lui trouver un remplaçant et de garder une cohérence sur l'effectif. Au Real Madrid, on ne connaît que Jim Ocean à l'axe avec un autre joueur. Maintenant, est-ce que avec comment dire, les autres défenseurs du Real Madrid, est-ce que la mayonnaise va prendre de la même façon? C'est l'inconnu qu'on a donc. Paris a beaucoup plus de certitude. D'accord, mais certains observateurs pourraient te répondre que l'année dernière, ceux qui ont le plus souvent joué en défense centrale, c'est Antonio Rudiger, Raúl Asensio et Tchouaméni. Et vu que le Real est passé à un système en 3-5-2, il peut reconduire les trois, ils ont déjà des automatismes. Et oui, oui, mais en fait, on a un nouveau style de jeu, en fait. Mhm. On ressort le ballon au pied. Jim Eichen est le défenseur qui a le plus, on va dire, le plus de sécurité balle au pied, qui est beaucoup plus facile balle au pied. Il est l'ami du ballon. Il Surtout fait au souvent des niveau, remontées. surtout au niveau des relances. Voilà, surtout au niveau des relances, en fait. C'est beaucoup plus ce côté-là, là où nous sommes dans l'inconnu. Parce que Rudiger, on n'est pas sûr qu'on connaît Rudiger. Il n'est pas très fin techniquement. Donc, il peut commettre plusieurs erreurs. Regardons le match passé, son mauvais dégagement qui amène au premier but de De Dortmund. Dortmund, Donc, c'est effectivement. ces choses-là qui font en sorte que nous sommes dans l'inconnu. Raúl Asensio, il est beaucoup trop agressif pour avoir ce calme-là que Jean Huysen a. Et je sais pas, Tchouaméni, il est beaucoup plus poussé vers le milieu de terrain. Donc, c'est pas vraiment la même chose. On peut pas dire que c'est, c'est, si on ne change pas les joueurs là, si on les met, ça sera la même chose. Donc, je pense que c'est un peu différent du côté de Paris et du côté du Real Madrid. Je partage complètement ton point de vue. Le Paris Saint-Germain a déjà eu à jouer sans l'un de ses défenseurs centraux. Bon, c'est vrai que généralement, c'était Marquinhos dans le cadre de la demi-finale, du quart de finale retour, si je ne m'abuse, contre Aston Villa, où c'est Beraldo qui a très souvent joué. Généralement, en championnat comme en Ligue des Champions, lorsque l'un des centrales n'est pas là, c'est toujours Beraldo qui le remplace. Et très souvent, le Paris Saint-Germain réussit toujours à avoir la même saveur en termes de jeu. Du côté du Real Madrid,
Étant donné que Dean Harrison est très souvent celui qui fait la première relance, qui mène la contre-attaque de par ses magnifiques passes, effectivement, c'est très préjudiciable. Surtout qu'il est de notoriété publique, qu'il est important en défense centrale d'avoir un défenseur rugueux et un défenseur beaucoup plus calme. Et c'est vrai que lorsque tu ajoutes Raúl Asensio à Rudiger, ça donne deux guerriers sur le terrain et qui dit guerrier dit prendre des risques. Et forcément, eu égard à ce qui s'est passé contre Pachuca, ça peut engendrer des cartons rouges, comme aussi des pénaltys, comme ce qui s'est passé contre Al Hilal. Donc, je te rejoins sur ce point-là. Alors, une autre clé du match, je ne sais pas si tu le partages, mais pour moi, ce serait la composition d'équipe. Le Paris Saint-Germain, ils ont déjà leur composition d'équipe. On sait déjà à peu près ce qui va se passer, vu que c'est l'équipe championne d'Europe. Donc, on a une visibilité sur leur fonctionnement. Et on sait que ça sera un 4-3-3 et en fonction des forces en présence, ça sera soit Ousmane Dembélé, soit il va remettre Barcola, Vara ainsi que Désiré Doué. En défense centrale, vu que Lucas Hernandez a eu le rouge, forcément, ça sera Beraldo. Du côté du Real Madrid, est-ce que tu penses que Xabi Alonso va changer sa formation? Depuis le match contre Pachuca, il a toujours joué en 3-5-2. Or, contre Al Hilal, il a joué en 4-3. Est-ce que tu penses qu'il va remettre le 3-5-2 ou bien il va vouloir faire un match-up, comme on le dit en basket, d'homme à homme, donc c'est-à-dire reproduire le 4-3 comme le Paris Saint-Germain? Pour ma part, bon, ça c'est mon avis personnel, hein. Je Mhm. voudrais qu'ils reconduisent le 3-5-2 pour ma part parce que je trouve que avec ce système-là, on va dire, on est beaucoup plus équilibré vu que nos pistons sont portés aussi beaucoup plus vers l'avant et ils vont beaucoup défendre aussi. Donc, je me dis c'est le 3-5-2 qui est préférable. Maintenant, ce que Xabi Alonso va faire, c'est lui seul qui a les cartes en main pour faire son équipe. Maintenant, après, je vais rebondir par rapport aux joueurs qu'il pourra mettre. Bon, c'est vrai que On va y on arriver, a, t'inquiète pas, on va y arriver. C'était la prochaine question. Maintenant, je vais te relancer. Est-ce que, j'ai tendance à dire que dans le football, il y a deux types de football, pour ne pas dire deux types d'équipes. Il y a le football d'imposition, c'est-à-dire ce sont des équipes qui imposent leur style de jeu à l'adversaire. Exemple Barcelone, exemple Manchester City, exemple Paris Saint-Germain. Et il y a ce que moi j'appelle le football d'opposition. Ce sont des équipes qui opposent à une réponse à ce qu'impose l'adversaire. Je prends le cas du Real Madrid sous Carlo Ancelotti qui s'adapte toujours à son adversaire. Je prends le cas de l'Inter de Milan de Simeone Inzaghi qui s'adapte toujours à son adversaire, ou même le cas de manière beaucoup plus classique de l'Atlético de Madrid. Euh, Vu que là, lorsqu'on regarde le parcours du Real Madrid, ils ont beaucoup mieux joué en 3-5-2 en phase offensive et en 4-3-3 en phase défensive. Est-ce que si Xabi Alonso change son fusil d'épaule et passe avec un autre système de jeu, est-ce que selon toi, ce ne serait pas déjà un aveu de faiblesse par rapport au Paris Saint-Germain? non, je ne pense pas que ce soit. En fait, s'il change son système, c'est déjà pour, on va pas se mentir, le Paris Saint-Germain est supérieur au Real Madrid cette saison en termes de collectif. Ça, c'est une réalité et il le sait. Donc, si il change de système de jeu, c'est déjà pour respecter déjà le Paris Saint-Germain, pour lui dire que oui, vous êtes fort, vous me faites réfléchir. Donc, Donc c'est un aveu c'est de pour faiblesse. saluer. Je comprends quand tu dis qu'il respecte la domination en tant que champion d'Europe du Paris Saint-Germain, mais est-ce que c'est pas la preuve que face à ce PSG-là, justement, il n'a pas de certitude avec son 3-5-2? Mais c'est une réalité. Il n'a pas de certitude avec son 3-5-2. Ça ne fait que quatre matchs, quatre matchs qui met ça en place. Donc, il n'y a encore aucune certitude. Donc, s'il le change, ça veut dire que bah il voit quelques failles et de plus, il n'a pas son défenseur central qui a joué tous les matchs.
Donc, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, s'il le change, ça veut dire que bah, il a vu une certaine fois et il préfère jouer peut-être la sécurité. D'accord, je vois. Moi, perso, je pense que s'il change son système de jeu, vu que le football est un sport qui est très psychologique, ce sera déjà un message au Paris Saint-Germain, comme quoi, rien que sur la bataille tactique, de par la composition, Luis Enrique aura déjà gagné. Je ne renie pas la puissance du Paris Saint-Germain, mais vu qu'il ne peut avoir pour échantillon que la Coupe du Monde des clubs, c'est le système qu'il a mis depuis le deuxième match qui a bien fonctionné. J'estime quand même qu'il devrait tenter le coup avec ce système de jeu face au Paris Saint-Germain. En l'occurrence, il s'agit ici du 3-5-2. Maintenant qu'on a parlé de la formation, on va donc entrer au niveau de la composition des équipes. Du côté du Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit tantôt, on sait déjà à quoi s'attendre. Maintenant, la question qui subsiste au niveau du Real Madrid, je suppose qu'on est d'accord que c'est Raúl Asensio qui jouera en charnière centrale. Voilà, puisqu'Alaba n'est pas encore assez remis de ses blessures, même s'il est apte à jouer. Euh, du côté offensif, vu que c'est un 3-5-2, c'est deux offensifs. Alors, Steve, tu gardes Gonzalo Garcia, Vinicius, ou bien tu fais entrer le Kicks, qui a envoyé un message très fort avec son but, tu le remets comme titulaire. Ça, c'est une certitude qu'il Mbappé sera titulaire. Pour moi, c'est contre le Paris, c'est contre le PSG, donc je ne vois pas comment il ne sera pas titulaire. Moi, D'accord. l'interrogation que j'ai, c'est sur, euh, c'est sur Vinicius et, et Garcia, et Gonzalo Garcia. Je me dis, c'est Vinicius qui peut perdre sa place lors de ce match. Je me dis, parce que vu l'apport que Gonzalo Garcia, genre, l'apport qu'il a avec son pressing et ses retours défensifs, s'il n'est pas là, ça sera un peu moindre parce que on sait que Mbappé n'est pas souvent dans ce pressing-là à haute intensité surtout et Vinicius non plus. Donc ça va faire deux joueurs qui ne vont pas vraiment faire le pressing que Gonzalo fait. Donc je me dis, Xabi Alonso peut nous surprendre en mettant un Mbappé et Gonzalo Garcia. Donc c'est ce que je vois. Maintenant, s'il fait ça, ça envoie aussi un message à Vinicius pour dire que bah tu n'es pas au top. Donc assieds-toi et réfléchis beaucoup. Donc D'accord, je, je je vois. vois Donc, ça comme toi, ça en fait. donc, si je comprends bien, pour résumer, toi, tu penses que si Kylian Mbappé joue, tu penses que le ballottage favorable pour le second attaquant, ça se joue plus entre Kylian Mbappé et Vinicius. Donc pour toi, Gonzalo Garcia, par titulaire, si j'ai bien compris. Non, je dis c'est Mbappé qui est le titulaire pour moi. Et la bataille va se trouver entre Gonzalo Garcia et Vinicius. D'accord, mais parce que tu as estimé que Gonzalo Garcia, des trois, c'est celui qui est le plus apte à faire du pressing. Donc ça sous-entend qu'il ne reste plus qu'une seule place entre Vinicius et Mbappé. Et tu estimes que Vinicius est en méforme sur le dernier match, tandis que Mbappé, tu estimes qu'il est en forme ascendante. Donc pour toi, tu penses que Xabi Alonso peut partir sur une attaque Gonzalo Garcia avant-centre et Vinicius sur le côté, si j'ai bien Et, compris. et Mbappé, en fait. Et Mbappé Gonzalo sur le Garcia et côté, Mbappé. effectivement. Mhm. D'accord. Moi, perso, je ne partage pas ton point de vue. Je pense que, tout comme toi, Kylian Mbappé sera titulaire et je souhaite qu'il soit titulaire, mais je souhaite qu'il soit titulaire en tant qu'avant-centre aux côtés de Vinicius. Pourquoi? Parce que j'estime que Kylian Mbappé, c'est un homme des grands matchs, les grands matchs aux grands joueurs, et Kylian Mbappé en est un, dont il a beaucoup plus de bouteilles et la capacité de gérer ce style de match par rapport à Gonzalo Garcia, bien qu'il ait pour l'instant fait une très belle Coupe du Monde des clubs. Pour l'instant, pour ma part, Gonzalo Garcia, c'est juste le tube de l'été. Tu sais, en été, il y a toujours une musique qui marche très fort. Actuellement, au Cameroun, c'est le goût du poulet.
Donc là, pour moi, Gonzalo Garcia, c'est le poulet, c'est-à-dire c'est le tube de l'été. Je ne dis pas qu'il ne pourra plus briller par la suite parce que son profil est très intéressant, mais là, ce match, c'est plus qu'un match, c'est une histoire. Donc pour moi, Kylian Mbappé doit être titulaire, même si j'estime, et c'est le petit paradoxe que j'apporte à mon avis, je pense que pour le bien de l'équipe, ce serait bien qu'il remette le même 11 qu'il a mis contre Dortmund et la Juve. Ça veut dire Gonzalo Garcia, Vinicius et Kylian Mbappé au banc. Si ça avait été un autre match, c'est ce que j'aurais souhaité. Et en termes de message, c'est beaucoup plus intéressant pour le 11. Pourquoi? Parce que j'estime que Kylian Mbappé, des trois, c'est le seul qui, en tant que remplaçant, peut entrer avec le plus de niaque et de rage. Je ne peux pas savoir comment Gonzalo Garcia va réagir si tu l'enlèves le côté titulaire et que tu le mets au banc de remplaçant alors qu'il a de belles stats. Je ne sais pas comment Vinicius va prendre le fait que Mbappé soit titulaire devant lui, encore qu'il est en train de négocier son contrat. Par contre, si l'un des trois, dont je suis sûr que quoi qu'il arrive, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il jouera avec le couteau entre les dents, c'est Kylian Mbappé. La preuve, il suffit de voir son match contre Dortmund. Une autre raison pour laquelle je ne préfère pas que ce soit Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé, comme tu l'as dit, c'est justement à cause de l'adversaire. Si on se réfère au positionnement, il va de soi que si tu mets Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé, Mbappé jouera du côté de Achraf Hakimi. Et si tu me demandes entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, lequel des deux est plus apte à faire les efforts défensifs, les yeux fermés, je te dis Vinicius. Je ne dis pas qu'il va réussir à stopper Hakimi, mais au moins il va faire les légers efforts qu'il faut. Mbappé, je suis sûr qu'il ne les fera pas. Ça, c'est une certitude. Deuxième élément, je ne suis plus sûr que Kylian Mbappé ait les jambes pour jouer sur le côté. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à faire de différence sur le côté. À chaque fois qu'il a joué sur le côté au Real Madrid durant la saison, je l'ai trouvé moins décisif en termes de différence qu'il faisait sur le côté. Par contre, là où il me plaît le plus, c'est sur sa capacité à être chirurgical devant les goals. Donc c'est pour ça que pour ma part, je partirai sur une attaque Vinicius, Kylian Mbappé, en espérant ils réussiront à faire fi de l'ego qui est entre les deux et que c'est l'objectif premier qui est de faire en sorte que le Real puisse gagner, qui fera la différence. S'ils peuvent me reproduire la même performance qu'ils ont eue contre le Barça lors de la finale de la Coupe du Roi, où Vinicius a été plus qu'altruiste avec Mbappé et Mbappé, dans son rôle de finisseur, a été chirurgical, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas quel est ton regard par rapport à ça. Oui, ton point de vue aussi est légitime. Après, celui qui va prendre la décision, c'est Xabi Alonso. Donc, on ne peut que spéculer. Chacun son point de vue. Donc, si c'est Vinicius Mbappé, moi, ça me ferait plaisir. Parce que si met Gonzalo à la place de l'un d'eux, je te promets que ça va parler dans les médias après. Donc, en tout cas, on verra ce qui va se passer. D'accord, totalement d'accord avec toi. Alors, une autre clé du match, ça sera la bataille du milieu de terrain. Donc, on a le trio parisien Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, encore appelé Joyeux Neves. Et du côté du Real Madrid, on a Bellingham, Valverde et Arda Güler. Selon toi, qu'est-ce qui peut faire la différence afin que le Real Madrid, le milieu de terrain du Real Madrid, puisse dominer celui du PSG? Je pense que le facteur X, c'est Arda Güler. Mhm. Je pense réellement. Si il est dans un bon soir, je pense que s'il a toutes ses capacités, il peut vraiment faire du mal à ce milieu avec surtout sa qualité de passe. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est cette capacité-là. Et vu que Paris va vraiment nous acculer, il va falloir qu'il soit très précis durant cette rencontre pour pouvoir lancer les attaques même de notre surface, en fait, pour pouvoir lancer Mbappé ou Vinicius ou Gonzalo, je sais pas. Donc, je pense que si Arda Güler est dans un bon soir, bon, je ne doute pas de Valverde ou de Bellingham. Je pense qu'ils feront leur match. Mais c'est vraiment Arda Güler le point culminant de ce milieu de terrain. Donc, il va falloir qu'il soit très,
très, très concentré et très fort, surtout physiquement. D'accord, ça veut dire que tu pars du principe que le PSG aura forcément le ballon et que forcément nous serons très bas au niveau de la position de terrain. Parce que si tu parles du fait que le PSG va nous acculer, ça veut dire qu'ils vont harceler les porteurs de balles madrilènes, en plus dans notre camp, dont tu estimes qu'Arda Güler est le plus à même de pouvoir faire des relances propres. C'est bien ça? Oui, oui, D'accord. effectivement. D'accord, je partage ton point de vue. Effectivement, ça va dépendre de la capacité d'Arda Güler et c'est en ça que c'est le seul de l'effectif du Real Madrid qui compense l'absence de Toni Kroos dans sa capacité de relance et de décalage pour ses coéquipiers. Un autre duel qui sera aussi important, ce sera le duel entre Franck Garcia et Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Parce que comme on l'a observé depuis qu'il est en rôle de piston, il est beaucoup plus offensif. Donc on ressent l'impact offensif de Franck Garcia. Par contre, il a toujours eu des difficultés sur le plan défensif. Et là, que ce soit Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, ça sera compliqué pour lui, sachant que devant lui, en termes de coéquipier, il aura soit Kylian Mbappé, soit Vinicius. Donc, d'où l'importance de celui qui jouera sur ce côté gauche. Tandis que du côté droit, je sais déjà que Fede Valverde pourra combler et aider Trent Alexander-Arnold dans cette tâche-là. Et je crois que c'est pour ça que Xabi Alonso a sorti Trent très tôt lors du dernier match. C'était déjà pour le préparer physiquement pour le fait qu'il aura beaucoup parcouru face à Vara. Euh, 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 Est-ce que tu es optimiste sur la capacité de Fran Garcia à pouvoir contenir les assauts, que ce soit de Bradley Barcola ou encore de Désiré Doué? Je pense que ça sera un premier gros test pour lui, Mhm. pour voir vraiment son évolution, parce que ça sera, ces joueurs-là déjà, ils sont très techniques, très vifs, très rapides aussi. Donc, si il a vraiment évolué, surtout dans son jeu, être beaucoup plus calme et lucide pour pouvoir gérer souvent leurs attaques. Bah, je pense il peut montrer, il peut nous sortir encore un gros match, mais s'il n'a pas vraiment de soutien, je pense pas qu'il pourra réellement contenir leurs assauts. Donc, c'est pour ça que la personne qui sera devant lui devra beaucoup l'aider pour qu'il ne soit pas constamment à 1v1 contre Barcola ou Désiré Doué, parce que ces gars-là, ils vont pas être tendres avec lui. Donc, j'espère qu'il fera un bon match. D'accord. Une autre clé du match, et je crois que certainement tu vas me rejoindre dessus. Je ne vais pas dire que c'est le duel des gardiens, parce que j'estime que la défense du Paris Saint-Germain est beaucoup plus forte. D'ailleurs, c'est la meilleure défense de la compétition. Ça sera Thibaut Courtois. Il va falloir que Thibaut Courtois soit encore en mode Super Saiyan 3, voire le niveau 4, parce que vu les vagues que vont se prendre la défense du Real Madrid, il va vraiment falloir qu'il soit à son prime. Et effectivement, je pense que Thibaut Courtois, c'est déjà, sur plusieurs saisons, il a toujours été l'un de nos meilleurs joueurs parce que il nous a sorti des arrêts qui venaient de nulle part. On va voir, on se rappelle encore de la parade dans les derniers minutes contre Dortmund, là. Cette parade-là, peu de gardiens auraient pu la sortir. Donc, Thibaut Courtois est vraiment l'un des points forts du Real Madrid. Donc, on attend vraiment un gros match de sa part. Bon, du côté de Paris, ils ont, comme tu l'as dit, ils ont une très, très bonne défense. Ils ont aussi un bon Jojo Donnarumma. Donc, ça sera aussi l'une des clés de ce match, les gardiens. C'est justement pour ça que je te rejoins quand tu parles de Kylian Mbappé titulaire, parce que face à cette défense-là du Paris Saint-Germain et ce gardien, je préfère que l'attaquant le plus chirurgical de Real Madrid puisse être titulaire face à une défense aussi forte. Alors là, on a dressé les différentes clés du match. Je ne sais pas s'il y a un facteur X que tu aimerais énumérer.
Non, je pense qu'on a parlé de tous ces facteurs X. Donc, surtout, comme je l'ai dit, surtout Ada Güler, mais le reste, je pense ils seront au niveau. Et on aura un très beau spectacle, je pense. Totalement d'accord avec toi. Je vais quand même mentionner un dernier facteur X. Je crois que Hakimi sera très surveillé par l'effectif du Real Madrid. Par contre, ça va laisser beaucoup plus d'espace à Nuno Mendes. Si Nuno Mendes réussit à avoir la latitude pour pouvoir faire ses offensives, à tous les coups, le Paris Saint-Germain va exposer le Real Madrid. Par contre, si le Real, à travers Fede Valverde, réussissent plutôt à contenir Nuno Mendes sur le plan défensif, je pense que là, le Real aura une petite chance de réaliser un exploit. J'arrive pas à croire que je parle d'exploit du Real Madrid contre le PSG. Et pourtant, c'est la vérité. Comme quoi, le football, il a changé, comme le disait Le quelqu'un. football, il a changé. Alors, Stevie, selon toi, laquelle des deux équipes a le plus à perdre dans dans cette confrontation? Difficile à dire, hein, difficile à dire. Qui a le plus à perdre? Je ne pense pas que le Real Madrid a beaucoup plus à perdre que le Paris Saint-Germain, parce que le Real Madrid est dans une nouvelle dynamique. Ils sont dans on va dire, un nouveau contexte qui, euh, qui, avec lequel on peut leur accorder toujours, là, on peut les accorder certaines fautes que on sait que vous n'êtes pas encore vraiment prêt et tout. Donc, si vous, c'est déjà un très beau parcours du Real Madrid, être en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est déjà, je pense que c'était l'objectif déjà pour Xabi Alonso, arriver en demi-finale. Maintenant, le reste, ça ne sera qu'un bonus. Du côté de Paris, pour ma part, ils ont plus à perdre parce qu'ils ont beaucoup plus de certitude. Ils ont un effectif déjà stable, déjà bien ficelé. Donc, s'ils perdent là, ça sera beaucoup plus dur à avaler que si le Real Madrid perd de leur côté. Donc, je pense que c'est le PSG qui a beaucoup plus à perdre. Je tiens à préciser que les deux équipes étaient, de la part des bookmakers, favorites à la victoire finale. Je crois même qu'on avait déjà fait une émission par rapport à cela et on avait désigné le Paris Saint-Germain et le Real Madrid favoris de la compétition. Perso, je pense que c'est le Real Madrid qui a le plus à perdre. Le Paris Saint-Germain est déjà sur une saison exceptionnelle, donc le but, comme chaque saison au Paris Saint-Germain, c'était de remporter, pardon, leur première Ligue des Champions. Une fois que cela est fait, le reste pour l'instant, c'est du bonus. C'est même un bonus qui est très intéressant vu qu'ils sont en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. De son côté, le Real Madrid, je pense qu'ils ont le plus à perdre parce que même si cette Coupe du Monde des clubs représente un échantillon pour Xabi Alonso. Personne ne peut dire que c'est le même Real Madrid qu'on verra tout le long de la prochaine saison. Ce qui est sûr, c'est que cette Coupe du Monde des clubs n'efface pas le bilan de la saison 2024-2025. Et le seul moyen pour le Real Madrid de pouvoir effacer cela, c'est potentiellement de remporter cette compétition. Donc, s'ils ne gagnent pas ce match-là, je ne dirais pas que c'est la fin du Real Madrid. Quoi qu'il arrive, la prochaine saison, ils seront toujours performants. Mais face à un adversaire tel que le Paris Saint-Germain, c'est aussi question de hiérarchie et de suprématie. Ce serait un aveu d'échec. De l'autre côté, je crois que l'équipe qui a le plus à gagner dans cette confrontation, c'est le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que ils ont gagné la Ligue des Champions. Et généralement, lorsqu'un club gagne la Ligue des Champions, on peut se demander si c'est le début d'une nouvelle aventure ou c'était juste le tube de l'année. Comme tu le sais, il y a toujours une chanson qui marche très bien l'année et puis l'artiste disparaît. On a eu des exemples avec les Nyangono du Sud, les Grands Baraques. Il y a toujours un son qui marche bien l'année ou encore le Cure. Voilà, pour référence au 237. Donc, je pense que si le Paris Saint-Germain bat
le Real Madrid, ils seront plus qu'un tube de l'année, ils seront une sorte d'ovni avec laquelle il faudra compter. Sauf que le Paris Saint-Germain est le champion d'Europe, c'est la meilleure équipe d'Europe, mais le roi du monde, c'est le Real Madrid. Et pour être roi, il faut battre le roi. Donc, le Paris Saint-Germain a tout à gagner en remportant ce match contre le Real Madrid. Et j'irais même jusqu'à dire que si le Paris Saint-Germain remporte ce match contre le Real Madrid, je crois qu'on risque d'assister à ce qu'on a vu entre Manchester City et le Real Madrid. Car pour ceux qui n'ont pas la référence, ces dernières années, on a eu beaucoup de confrontations entre City et le Real Madrid qui, pour moi, étaient des confrontations de suprématie. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais s'il n'y avait pas eu le Real Madrid, potentiellement City aurait remporté 2 à 3 Ligues des Champions. À chaque fois, ils ont été stoppés par le Real Madrid. Et pourtant, même après avoir gagné leur première Ligue des Champions, ils ont toujours eu ce côté de vouloir devenir le nouveau roi du monde. Et pour que le Paris Saint-Germain, comme je le disais tantôt, puisse être le nouveau roi, eh ben, il va falloir battre le démon dragon à 15 queues. C'est pour ça que je pense qu'ils ont tout à gagner. Et j'ajouterais que l'une des raisons pour laquelle le Paris Saint-Germain a tout à gagner, c'est aussi par rapport à Ousmane Dembélé. Il a fait une saison stratosphérique, tout en sachant que lorsque Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, tandis que le Real Madrid de Kylian Mbappé a échoué. Et ils ont remporté la Ligue des Champions grâce à un super Ousmane Dembélé, bien que le collectif soit exceptionnel. Et là, il a une possibilité historique de rentrer justement dans l'histoire du football mondial à travers le Ballon d'Or. Et étant donné que son trône est pour l'instant contesté, malgré le fait qu'il ait tout remporté, ce match représente le moment idéal pour Ousmane Dembélé d'enfin mettre définitivement sa main sur le Ballon d'Or. Car à travers ce match-là, il a une possibilité énorme de montrer que désormais, il faudra compter avec lui. Ça sera un message envoyé à toute l'Europe, mais surtout aussi à Didier Deschamps par rapport à sa place et son positionnement en équipe de France. Je ne nie pas que Kylian Mbappé, pour ma part, est un plus grand joueur que Ousmane Dembélé. Mais en ce qui concerne cette année, les votes et le regard par rapport à l'avenir se fera dans les détails. Et ce match-là, c'est l'occasion pour Ousmane Dembélé, d'une part, d'affirmer qu'il n'est pas illégitime pour le Ballon d'Or, qu'il n'est pas juste un phénomène de l'année, mais surtout qu'il faudra compter avec lui sur le long terme. Donc là, on va passer à l'avant-dernière rubrique. L'une des principales attractions de ce match, c'est bel et bien les retrouvailles, pardon, entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Je vais essayer de ramener un peu de contexte. Kylian Mbappé, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a fait 7 ans au PSG. Il a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Et je tiens à préciser qu'actuellement, il avait intenté une plainte contre le Paris Saint-Germain pour non-paiement de certaines primes, pardon, d'une valeur de 55 millions d'euros. Et peu de gens ne le savent pas, mais la semaine dernière, il a porté plainte contre le PSG pour harcèlement. Plainte qu'il a retirée hier. C'est quand même bizarre qu'il ait retiré la plainte au moment où il a su qu'ils allaient affronter le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais bon, je le dis quand même. Euh, Steve, quelle est ton observation et quelle est ton attente par rapport à la performance de Kylian Mbappé dans ce match? Qu'est-ce que tu attends de lui? Déjà, j'attends qu'il marque, vu que c'est l'un de ses points forts. Mhm. Et j'espère qu'il fera déjà un bon match, que ce soit individuellement ou collectivement, parce que c'est vrai qu'on lui reproche toujours son manque on va dire, son manque de force lorsqu'il faut faire peut-être le pressing ou aider ou compenser certains, En fait, on lui reproche un certaines, manque d'apport collectif, que ce soit sur le plan oui, voilà, en défensif. fait, beaucoup plus d'apport collectif Mhm. de son côté et qu'il nous fasse gagner et c'est tout, hein, parce que c'est vrai il aura
il voudra prouver beaucoup de choses vu qu'il joue contre son ancienne club. Donc, j'espère qu'il fera un très bon match et qu'il marquera au moins 2 buts parce que il faut, il faut qu'il montre aussi au PSG que bah, même si vous avez gagné la Ligue des Champions sans moi, je reste quand même Kylian Mbappé. Et si je vous plante, je plante toujours et je planterai toujours autant de buts. Alors, pour ma part, je pense que ce match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, c'est l'occasion pour moi, pour Kylian Mbappé, d'entrer définitivement dans le cœur des Madridistas. Jusqu'à présent, il a été performant sur le plan individuel. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai encore de la peine à l'identifier comme un joueur du Real Madrid. Je trouve qu'il manque ce petit truc qui fait que de manière inconditionnelle, on se ressente dans son apport dans le club. Certes, il marque, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a les stats de Kylian Mbappé et il y a le Real Madrid. Et là, ce match-là, c'est l'occasion pour lui d'enfin entrer dans le cœur des Madridistas. C'est un match super important. D'une part, parce que c'est le style de match qu'il adore. Et s'il y a bel et bien un homme qui est capable, un joueur de foot qui est capable de pouvoir, comme on dit chez nous au Cameroun, acheter ce type de match gratuit, c'est bel et bien Kylian Mbappé. Mais là, il va pas falloir qu'il fasse une grande performance, mais une grande performance qui va avec le collectif dans la victoire. Cette année, il a beaucoup plus fait de grandes performances dans les défaites, jurisprudence classico, où on perd 4 buts à 3 et il marque un triplé, mais on perd. À chaque fois qu'il a fait des grandes performances, le collectif du Real Madrid n'a jamais été bonifié par ces performances-là. Là, mon vœu le plus pieux, et c'est ce que je souhaite pour qu'enfin Kylian Mbappé, de mon point de vue, puisse entrer dans le cœur des Madridistas, c'est de porter le Real Madrid avec le collectif de manière à ce qu'on puisse gagner ce match référence contre le Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, l'équipe qu'on affronte, je crois que c'est l'équipe la plus forte qu'on a affrontée depuis de très longues années. La dernière fois que le Real Madrid a affronté un adversaire aussi fort, c'était le Manchester City de Pep Guardiola lorsque nous sommes allés à l'Etihad et qu'on a fait un but partout. Nous sommes allés au tir au but. Je crois que c'est du même acabit. Ce Paris Saint-Germain est vraiment très fort. Et si on réussit à gagner ce match grâce à Kylian Mbappé, mais de manière à ce qu'on a l'impression qu'il s'est beaucoup plus investi, comme tu le disais tantôt, en termes d'apport collectif, là, pour moi, il aura franchi un cap dans sa carrière de footballeur, même s'il a déjà tout gagné et que, à part la Ligue des Champions, mais il a déjà une riche carrière, mais il entrera beaucoup plus dans le cœur des Madridistas. Je ne sais pas si tu veux rajouter un autre point. Non, tu as parfaitement raison sur le point où on ne le sent pas encore vraiment madrilène à 100%. On a toujours un truc là qui nous fait penser que bah c'est comme si il est là juste pour lui en fait. Donc, comme tu le dis, ce match-là, ça pourra le faire entrer vraiment dans le cœur de tous les Madridistas s'il nous fait une excellente performance et qui nous permet de remporter cette rencontre. D'accord, maintenant je tiens à préciser que si le Real ne gagne pas, il y a encore plein d'autres compétitions pour faire la différence. Mais vu que l'occasion Ouais, se ouais, présente, aussi. voilà, vu que l'occasion se présente, il y a un dicton qui dit il faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc voilà, quand on regarde le passé du Real Madrid, Zidane a porté le Real Madrid et le collectif, il les a mis au dos pour gagner la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a porté le Real Madrid et il les a mis au dos pour gagner les 4 Ligues des Champions. Vinicius Benzema a porté le Real Madrid et il a mis le collectif dans son dos pour gagner en 2022. Et enfin, Vinicius a porté le Real Madrid et les a mis dans son dos, le collectif, pour gagner la Ligue des Champions en 2024. Donc, bien que la Coupe du Monde des clubs soit à une échelle inférieure, j'estime que c'est l'occasion parfaite en plus contre le meilleur adversaire possible pour Kylian Mbappé d'en faire autant. Ça me rappelle le dessin Olivier Atom où le Japon a affronté le Brésil de l'ancien entraîneur Vas-y. d'Olivier Atom dans Olivier Ouais. Atom le retour. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, oui, bien évidemment. Mais bizarrement, on n'a jamais su qui a gagné le match. Ouais, on n'a jamais vu la fin du match. Parce qu'il y avait tous les joueurs préférés d'Olivier Atom du Brésil. Il y avait Santana, je me souviens plus des autres Brésiliens. Il avait ses meilleurs coéquipiers, Marc Landes. C'est Marc Landes, c'est ça? Hmm, Oui, c'est Marc non, Landes, non. c'est lui qui mettait les démembrés dans son équipe. Bref, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, à savoir les pronostics. D'ailleurs, avant de continuer, je vous invite dans les commentaires à nous dire quelles sont vos attentes par rapport au match de Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez que ce match est l'occasion pour lui de définitivement entrer dans les cœurs des supporters du Real Madrid? Alors, Steve Joy, vu qu'il s'agit des pronostics, c'est comme une séance de penalty. Et généralement, on met toujours les meilleurs tireurs. Étant donné que tu es meilleur tireur de penalty que moi, à toi l'honneur. Ça c'est un cadeau empoisonné, ça. C'est comme le Euh, penalty de Samuel Eto'o contre la Côte d'Ivoire. Je crois que c'était en 2010, là où il envoie le ballon dans la tribune. il envoie le ballon dans les gradins. Ah, Oh, vraiment. Là, je pense que mon pronostic d'aujourd'hui ne sera biaisé parce que vu que je veux que le Real Madrid remporte ce match, je vais dire que je pense que ça sera un match quand même un peu ouvert. Donc, je dirais peut-être un, un 2-1 pour le Real Madrid. 2-1 pour le Real Madrid. Hmm. D'accord. Alors, de mon côté, en toute objectivité et rien que l'objectivité, malheureusement, je pense que dans ce match, le Paris Saint-Germain va envoyer un message à toute la terre entière. Depuis le début de la saison, chaque fois qu'ils ont eu besoin d'envoyer des messages, ils ont envoyé des messages sur tous les réseaux sociaux. Donc, tout le monde a reçu le message. Voilà. Et quand je vois les déclarations de Marquinhos où il a dit qu'il voulait absolument battre le Bayern parce que c'était une revanche par rapport à ce qui s'était passé en phase de poule, malgré le fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, et en plus qu'ils ont battu le Bayern à 9 contre 11. Je suis désolé, mais je vois une large victoire du Paris Saint-Germain et j'irai même sur un score de 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Je crois qu'on va Ça, passer des jours difficiles. c'est vrai que, bah, bon, on verra bien ce qui va se passer, mais bon. Non, mais sincèrement, je souhaite que Oh, le Real Madrid gagne, mais mon devoir d'objectivité, rien que l'objectivité m'exige de laisser passer, de laisser parler, comment je peux dire, ma neutralité, même si je suis fan de la Casablanca. Mais ce Paris Saint-Germain, champion, il est vraiment très fort. Et ce qui me dérange le plus avec eux, c'est pas qu'ils sont forts juste en termes de compétences sur le terrain, c'est qu'ils font attention aux détails. C'est incroyable. Tout est étudié. Tout est étudié. Je t'envoie, et vous-même d'ailleurs, à aller regarder la finale de la Ligue des Champions. Il y a un détail que beaucoup de gens n'ont pas relevé. Le Paris Saint-Germain a gagné 5-0. Vous verrez qu'à part le but de Désiré Doué, le premier, où le gardien interiste Sommer ne pouvait pas prendre la balle, sur les 4 autres buts où il y a eu des face-à-face, toutes les frappes ont été mises du côté croisé. Ça veut dire ils ont toujours frappé au premier poteau. Et moi, je pense que c'est un détail qui est parlant. Toutes les frappes du Paris Saint-Germain sur le 5-0, si vous prenez, à part le but d'Hakimi, pardon, que ce soit le doublé de Désiré Doué ou les 2 autres buts de tous les autres joueurs, Vara ou encore Mayoulou, tous les buts, ce sont des frappes où le ballon, le bon sens exige qu'ils enroulent la balle du côté ouvert, mais à chaque fois, ils vont frapper sur le premier poteau de Sommer. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la confrontation entre le Barça et l'Inter
à Giuseppe Meazza, le Barça frappe tout le temps du côté ouvert et Sommer arrête toutes les balles. Pourquoi? Parce qu'il anticipe. Et je crois que le staff technique du PSG l'a analysé. Et c'est pour ça que sur toutes les frappes, que ce soit le but de Mayolou, le but de Vara, le but de Désiré Doué sur la contre-attaque après la talonnade de Dembélé, toutes les frappes sont au premier poteau. Je vous invite à aller regarder sur les vidéos des buts du Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan. Vous verrez ce que je vous dis. Toutes les frappes sont du côté croisé. Et je pense que c'est pas un détail, c'est travaillé. Bon, Sylvie, c'est sur ce détail d'analyse du Paris Saint-Germain que nous allons nous séparer. Nous vous invitons bien évidemment à une fois de plus vous abonner car il faut absolument que notre chaîne puisse grandir. Laissez-nous un commentaire sur le match. Quelles sont pour vous les clés du match? Qui, selon vous, est le favori et quel est pour vous le pronostic de ce match-là? Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos suggestions afin que nous puissions améliorer notre contenu. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Prenez soin des vôtres.